bienvenue Nathalie Boudreau. Notre communauté est honorée de pouvoir vous recevoir ce soir. En arrivant à l'UQAM, je me suis dit, tiens, le soleil fait pop en votre honneur aujourd'hui. Excusez-moi la blague très plate, mais je ne pouvais pas y résister. Alors, c'est vraiment avec joie qu'on vous accueille. Et puis, donc, Nathalie Boudreau est muséologue, historienne de l'art, originaire du Saguenay. Elle est spécialisée en art québécois au XXe siècle, plus spécifiquement de l'œuvre du peintre Arthur Villeneuve. Je sais qu'il y a au moins une personne dans la salle qui va être très heureux de vous entendre là-dessus et d'échanger avec vous. Elle a suivi plusieurs chantiers de refonte des collections. Elle a aussi une expertise en réaménagement de réserves, en action éducative, ainsi qu'en exposition multidisciplinaire. Et depuis juin 2014, elle est donc conservatrice des collections au Musée Pop à Trois-Rivières. Elle nous partage des réflexions et des réalisations donc professionnelles à titre de quelqu'un qui est gestionnaire d'une collection muséale. On vous remercie d'avance, Nathalie Boudreau, pour ce que nous allons entendre. Et à vous la parole. Ah, bien, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter mon cheminement. Je n'ai pas en fait, ce n'est pas vraiment une conférence. Je vois plutôt ça comme un échange avec vous pour que vous puissiez voir de quelle manière j'ai cheminé pour en arriver à être conservatrice dans un musée. Vous allez voir, le chemin est long, mais très intéressant. Alors, comment j'en suis venue aux arts et à la muséologie? Donc, c'est grâce à mes parents. Mon père était collectionneur d'œuvres d'art, plus spécifiquement de peinture du Saguenay. Et puis moi, toute jeune, j'ai suivi mon père dans ce cheminement-là. J'ai visité beaucoup d'ateliers d'artistes. J'ai visité les musées aussi avec mon père. Et puis ça m'a rendue très, très, très heureuse et ça m'a fait aimer vraiment les arts. De plus, mon papa m'a en fait inscrite à plusieurs cours. Alors, j'ai suivi des cours de peinture, des cours de sculpture, des cours de poterie, en fait de dessin. J'ai suivi des cours toute ma vie, moi. Donc, j'ai fini l'université, j'avais presque 40 ans. Alors, c'est comme ça que j'en suis venue aux arts et à la muséologie. Mon parcours scolaire, en fait, ça allait de soi. Hein. Je suis allée étudier en art visuel, mais auparavant, j'avais l'intention d'aller étudier en mode au Collège Notre-Dame-de-Foix à Québec. J'y suis allée, mais pour en fait 2 mois. J'ai pas apprécié nécessairement ce type d'enseignement-là, où c'était très, très technique pour apprendre en fait à dessiner des patrons, travailler au niveau de la couleur, de la couture. Ça prenait beaucoup de dextérité manuelle et j'étais moins là, j'avais plus un sens artistique. Alors, je suis allée au collège de Chicoutimi pour étudier en art visuel et c'est là que j'ai eu un autre coup de cœur dans ma vie pour l'histoire de l'art. J'ai eu un professeur qui s'appelait Hélène Martel, qui était très, très verbomoteur, mais très, très, elle caricaturait beaucoup les arts, elle nous parlait des peintres, elle était très, très, en fait, elle a vraiment transmis sa passion des arts à moi-même. D'ailleurs, nous sommes devenus amis plus tard, et puis j'ai travaillé avec elle sur différents projets. Ensuite, j'ai fait un bac en histoire de l'art, et en fait, c'est un bilan que j'ai fait par un cumul de certificats. Un bilan, en fait, c'est un bac interdisciplinaire en art. Et c'est à ce moment que j'ai, en fait, repris tous les cours qui étaient disponibles en histoire de l'art. Je me suis même inscrite au cours de vidéoconférence avec le professeur François-Marc Gagnon pour avoir l'usufruit de ces cours. Et puis, c'est comme ça que je me suis commencé à m'intéresser aussi au peintre Arthur Villeneuve, puisque François-Marc Gagnon, en 1972, avait travaillé sur une grande rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en transmission des arts, donc une maîtrise qui était plus du côté pédagogique. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler sur Arthur Villeneuve et que je m'excuse de l'expression, mais que j'en suis vraiment arrivée à décortiquer son œuvre.
Donc, c'est une œuvre qui avait été très peu étudiée auparavant. En fait, il y avait eu un mémoire de maîtrise, mais c'était plus sur la partie de la vie d'Arthur Villeneuve. Et moi, j'ai fait en fait une étude qualitative et quantitative de cette œuvre-là. J'ai repris tous les tableaux et j'ai aussi travaillé pour sortir les meilleures caractéristiques des tableaux. Donc, les œuvres du subconscient, comme Villeneuve les appelait, au lieu de dire le subconscient. Des œuvres de la continuance qui vous parlaient, par exemple, pour vous donner une image du lien entre la vache et le lait. Et, en fait, et les œuvres de la région du Saguenay, qui sont très importantes chez Villeneuve aussi. Par la suite, j'ai fait un certificat en gestion de la documentation. Ayant commencé à travailler dans un musée, je trouvais ça important d'arriver avec d'être capable en fait de classer les documents du mieux possible. Et c'est un domaine qui m'intéresse aussi, là, toute la gestion documentaire. Et voilà. Mon parcours professionnel. J'ai fait beaucoup de choses. En fait, la première partie, là, la partie qui est en noir, c'est plus les parties, c'est des contrats. Des petits contrats que j'ai cumulés, en fait, pour arriver à me faire une place, justement, dans un musée. Donc, en 94, j'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé pour le Cégep de Chicoutimi. Donc, j'en suis arrivée à classer des diapositives qui traitaient d'œuvres d'art. Donc, pour aider le professeur, j'étais comme assistante du professeur. Ensuite, j'ai conçu un guide pédagogique sur commande du musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour arriver à une visite guidée de la maison du peintre Arthur Villeneuve. Mais là, j'en étais vraiment mes tout débuts. Par la suite, on m'a commandé une exposition, l'œuvre étonnante d'un homme du peuple, une exposition qui portait évidemment sur le peintre Arthur Villeneuve, qui présentait particulièrement tous les œuvres du subconscient, comme l'appelait M. Villeneuve, donc des œuvres qui sont beaucoup plus abstraites et qui parlent en fait de préhistoire, de continuance, de connaissance. Et par la suite, en 96, j'ai été commissaire d'exposition aussi pour le mobilier de l'atelier d'art. En fait, c'est deux designers de la région du Saguenay qui avaient étudié à l'École du meuble de Montréal, qui ont ouvert le mobilier de l'atelier d'art. Et par rapport à leur travail, c'est extraordinaire. Toutes les créations, le mobilier qu'ils ont ressorti, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on a fait une grande exposition sur ça au musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par la suite, j'ai été recherchiste aussi dans une galerie d'art, la Galerie Séquence, une galerie en art contemporain. Et j'en suis venue par la suite à devenir professeure en histoire de l'art au Cégep de Chicoutimi. Ça a été de courte durée. En fait, j'ai donné 2 cours. Je me suis aperçue que j'aimais mieux préparer les cours plutôt que les donner. Donc, je suis une personne qui est très timide et puis arriver devant la classe et tout ça, je me sentais pas nécessairement très à l'aise. Mais par contre, la préparation des cours, j'ai adoré. Ensuite, j'ai eu un contrat de recherchiste à la pulperie de Chicoutimi. En fait, le musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean est devenu la pulperie de Chicoutimi. Et c'est là que vous voyez sur la photo le lieu où l'on a entré la maison du peintre Arthur Villeneuve. Donc, on m'a donné un contrat. Je me suis assise pour 2 heures. Je devais devenir guide de musée. Et au bout de 2 heures, j'étais devenue assistante à la direction et on me demandait de travailler à la documentation d'œuvres d'art. Par la suite, j'ai fait un petit contrat, là, un tout petit contrat comme historienne à la Société d'histoire de Saint-Félicien. C'est là que j'ai travaillé sur la maison Pinchot et le pont Pinchot. Donc, un monsieur qui est né au début du 20e siècle et qui avait fait une maison à pièce sur pièce. Et il y avait aussi le petit pont qui jonchait la rivière près. Et la Société d'histoire voulait avoir plus de renseignements dans le but d'écrire un article. Par la suite, en 2002, je suis devenue directrice des collections et de la recherche à la pulperie de Chicoutimi. C'est alors que le conservateur avec qui j'ai travaillé durant mes études et les petits contrats que j'avais faits au musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean a décidé de venir travailler à Trois-Rivières. Donc, au musée Pop,
autrefois au Musée québécois de culture populaire. Alors, je l'ai remplacé pendant 12 ans là-bas. Et lorsqu'il a pris sa retraite du musée Pop, et là, alors là, je suis revenue dans ces lieux pour reprendre en fait le flambeau au musée Pop. Alors, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez quelques questions avant qu'on débute la partie qui va traiter plus du musée comme tel. Ah, Benoît, allez-y. En fait, je me demandais par rapport à une exposition plus récente que vous avez faite à la Pulperie, celle sur Léon Bouchard. Oui. Je ne me souviens plus en quelle année. En 2006. 2006. Moi, ce que j'aimerais vous entendre sur le fait que c'était une exposition monographique sur un sculpteur populaire de la région et qui connaissait au musée régional sa première exposition, son premier one-man show, en guillemets, et donc qui était une volonté du musée régional. Et moi, je trouve que c'est une évolution intéressante par rapport à 1972, où là, Villeneuve avait eu son exposition monographique à Montréal, loin des siens, entre guillemets. Alors, quelle lecture vous faites de l'évolution entre 72 puis 2006, où là, c'est le musée régional qui a la volonté de montrer à la population un sculpteur populaire? Moi, j'ai appris entre les branches que M. Léon Bouchard avait en fait un petit village à Saint-Edwidge, dans le coin de Robertval, qu'il avait en fait créé des œuvres in situ sur son terrain en fait du chalet. Alors, j'ai contacté son fils, Martin Bouchard, pour discuter avec lui, pour lui demander d'aller visiter le site à l'extérieur. Et c'est là que j'ai rencontré Léon Bouchard et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cet artiste-là. En fait, on parle d'une œuvre monumentale. Maintenant, il y a même des œuvres au musée d'histoire d'Ottawa. Il y en a un petit peu partout. Je pense que la Pulperie, à l'époque, a été vraiment précurseur de présenter ces œuvres. Et je ne sais pas si vous les avez vues. En fait, c'est des œuvres sur pierre, c'est des animaux. Il y a des personnages religieux aussi. Et puis, moi, en fait, la grosse problématique dans tout ça, c'était de reprendre les œuvres qui étaient sur le site de Saint-Edwidge et de les déménager à la Pulperie de Chicoutimi, de les présenter au public, chose qu'on a réussi à faire. Et puis, M. Bouchard avait une production aussi de petites sculptures d'animaux toutes petites qui permettaient aussi une présentation. Je dois aussi mentionner que j'ai travaillé sur ce projet-là avec Mme Pascale Galipeau, donc on était vraiment en co-commissariat. L'œuvre d'Arthur Villeneuve, c'est complètement une autre chose. Pourquoi en 1972? Monsieur Villeneuve, de 57 à 59, a peint sa maison. Juste avant, il avait déjà une production artistique, mais il avait tellement mauvaise presse dans la région. Comme vous le savez sûrement, les gens le traitaient quasiment de fou là, et d'arriéré. Et je dois dire, M. François-Marc Gagnon l'a très bien écrit que, en fait, la presse a fait énormément de tort à son travail. Et c'est François-Marc Gagnon et Léo Rossendler, qui étaient à l'époque directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui se sont déplacés à Chicoutimi, qui ont vu l'importance de l'œuvre et qui ont décidé d'en faire une rétrospective en 1972. Et justement, est-ce que vous vous voyez comme une continuatrice de Rossendler puis Gagnon en faisant un peu la même démarche, mais avec Bouchard? Ben, en fait, oui, M. Bouchard fait son chemin. C'est très difficile pour lui parce que déjà, la Pulperie a fait beaucoup d'acquisitions. Une exposition a eu lieu. C'est son fils, en fait, qui a repris le flambeau, mais je dois dire que j'ai fait des acquisitions nous époques cette année d'œuvres de Léon Bouchard. Et je dis pas qu'éventuellement, nous ne referons pas une exposition sur Léon Bouchard. Donc, la deuxième partie de la conférence aujourd'hui va porter sur le musée Pop, donc propulseur de l'identité québécoise.
Donc, le musée pop, en fait, j'y travaille aujourd'hui. Ça va faire, en fait, en juin prochain, 8 ans. C'est un musée qui est extraordinaire. C'est un musée qui est en pleine expansion, qui est en plein déploiement de sa mission. En fait, c'est un musée de société qui étudie vraiment l'évolution de la société d'hier à aujourd'hui, les façons d'être et les savoir-faire des Québécois. Donc, ce qui nous intéresse au Musée Pop, c'est de présenter les éléments forts de la vie quotidienne des Québécois, de montrer en fait tout ce qui touche à la société au niveau de l'histoire, au niveau de la culture, au niveau des sports. En fait, il y a rien qui nous arrête dans les thématiques là, que nous désirons présenter. Et en fait, ce qu'on veut démontrer, ce qu'on veut parler, en fait, c'est vraiment de l'identité des Québécois, là, de leur façon d'être, et de montrer de quelle façon ils sont spécifiques et différents, en fait, des autres peuples. C'est aussi un musée qui est un musée de société qui est très accessible, donc c'est une attraction culturelle et touristique majeure en Mauricie. Et puis cette année, on a ouvert une exposition en fait qui traite de l'univers carcéral. Mais l'année dernière, en fait, on a ouvert Attache Tatuc, une virée décoiffante dans la culture québécoise. Une exposition qui se décline en plusieurs volets, donc qui va parler en fait de toute l'histoire des gens qui reprenaient des objets du quotidien et qui par la suite les adaptaient à leur mode de vie pour répondre à des besoins de la vie. On va parler on parle de tous les aspects culture des Québécois, donc au niveau de la musique, au niveau du chant, au niveau du théâtre, du cinéma. C'est une exposition qui parle énormément de musique. En fait, il y a un énorme pan mur avec des albums, donc des albums qui ont été des albums cultes dans les années 60, 70, 80 à 2000. Également, on a la vieille prison de Trois-Rivières, qui est un bâtiment historique, encore une fois, qui a été classé comme monument historique en 1983. Et dans ce bâtiment-là, il y a des visites guidées, évidemment. Et puis, on accueille chaque année environ 69 000 visiteurs. C'est vraiment beaucoup, là. C'est avant la pandémie. Et c'est majoritairement des touristes de l'extérieur de la région. Donc, le musée, c'est vraiment un acteur important là, de la vie économique et culturelle et touristique de la région. Donc, le complexe muséal, c'est 3 bâtiments. C'est le bâtiment principal qui abrite le musée. C'est la vieille prison de Trois-Rivières dont je vous viens de vous parler précédemment. Et c'est la réserve muséale aussi. En fait, c'est l'endroit où je travaille. Cette réserve-là, elle est vraiment située à l'extérieur du musée. C'est vraiment un bâtiment autonome. Et puis, c'est un bâtiment qui mesure 1980 mètres carrés sur 2 étages avec un débarcadère et toutes les commodités. C'est un bâtiment aussi qui est aux normes muséales, donc contrôle de la température et de l'humidité. Et c'est là que sont entreposés les 100 000 objets de la collection. Donc, le musée aussi, c'est un musée où la mission éducative est très, très importante. On a en fait ouvert récemment 2 ateliers éducatifs où là, on va recevoir les groupes scolaires. On reçoit environ 10 000 étudiants par année avec une équipe en place qui est très, très performante, donc des guides, un chef guide aussi qui conçoit des projets éducatifs qui sont vraiment en lien avec les expositions du musée. Alors, en fait aussi, je dois vous dire que le musée aussi est un organisme à but non lucratif et il est agréé et soutenu par le ministère de la Culture et des Communications. Ensuite, le musée s'implique beaucoup dans sa communauté. Donc, on travaille avec des organismes d'alphabétisation, donc le SANA, pour le service d'accueil aux nouveaux arrivants. Alors, je dois dire aussi que lorsque l'exposition Attache Tatuc a été créée, on a vraiment pensé aux nouveaux arrivants en nous disant il faut que les gens, quand ils arrivent au Québec, qu'il y ait un endroit où ils peuvent aller visiter une exposition,
puis comprendre de quelle façon les gens vivent ici. Bon, pour nous, c'était très important. Et aussi, il y a des collaborations avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. D'ailleurs, la collection Robert-Lionel Séguin, qui était en fait la propriété de l'UQTR, est aujourd'hui propriété du musée Pop depuis 2019. Le rayonnement du musée, alors le musée rayonne à l'extérieur de la région aussi. En fait, avec l'exposition Attache Tatuc, on a reçu 2 prix d'importance l'année dernière, donc un prix de la Société des musées québécois et l'autre de l'Association des musées canadiens. Alors, 2 récompenses, 2 prix. On était extrêmement heureux parce qu'on a travaillé très, très fort sur cette exposition-là, qui était en fait, qui relevait d'un questionnaire. En fait, on a interviewé 1000 Québécois leur demandant de quoi ils aimeraient entendre parler dans une exposition d'art populaire sur la culture. Et puis, je pense que c'est grâce à ça aussi, c'est le processus de création de l'exposition qui a permis, entre autres, de gagner ces prix-là. Chose qui était peut-être qui est moins naturelle, disons, dans le domaine. Alors, s'il y a des questions, je serais prête à prendre les questions avant de passer à la 3e étape de la conférence. Oui, j'aurais une question. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien, Madame Jean. Oui, écoutez, évidemment, le mandat est fort intéressant, culture populaire et également les enjeux touchant l'identité québécoise, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander comment vous réagissez à l'avènement ou du moins bientôt le déploiement des espaces bleus. Comment vous réagissez face à ce grand projet-là des caquistes? Évidemment, c'est un grand projet. C'est un projet qui est très politique aussi. Je pense que tout le monde le sait très bien. Évidemment, le musée vit quand même assez bien. Là, on a du financement du ministère de la Culture, on a des revenus autonomes aussi. Mais c'est quand même difficile. Là, moi, je parle à mon nom, pas nécessairement au nom du musée, mais je parle à mon nom. C'est quand même difficile de voir qu'on va ouvrir d'autres lieux, un autre lieu d'interprétation et qu'on va investir de l'argent lorsqu'on déjà on a des institutions muséales qui ont grandement besoin de sous. Tout d'abord, merci. Déjà, jusqu'ici, c'est tellement riche, tellement de notes de prise. Et merci pour Marie-Josée, pour cette question et votre réponse, Nathalie. Pour les espaces bleus, ça fait réfléchir effectivement sur comment dire, l'utilisation rationnelle des ressources disponibles, je vais le dire comme ça. J'ai été intrigué, et peut-être que vous y reviendrez de toute façon, mais je parle ici aussi depuis un laboratoire d'études numériques et j'ai vu que vous êtes impliqué dans un partenariat avec le DJ Hub de Shawinigan et que vous parliez du Muséolab et aussi il y a des activités de concertation, si j'ai bien compris, pour la médiation culturelle, mais aussi en numérique avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Musée d'art contemporain. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu là-dessus parce que est-ce que ensemble vous avez tous été au début ensemble pour développer un projet multirégional comme ça et comment ça se vit? En fait, moi, je ne suis pas sur ce dossier-là du tout. C'est plutôt la direction générale qui est sur ce dossier-là. Mais en fait, c'est au niveau de la numérisation des collections que ce projet-là prend son envolée. Ah, OK. Et puis, pour faire des expérimentations aussi pour la présentation des collections dans les expositions. Donc, le projet vient quand même vous rejoindre dans vos capacités professionnelles à un certain moment, j'imagine, dans le planning d'une année ou des années. Exactement. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le plan de développement des collections.
lorsque je suis arrivée au musée Pop à Trois-Rivières, la personne qui me remplaçait, qui était là, plutôt pas qui me remplaçait, mais qui était sur place, était archiviste des collections. Donc, un archiviste des collections, vous savez très bien quel est son travail comme moi, donc va archiver les collections. À l'époque, on n'avait pas de plan de développement des collections. Alors, lorsque je suis arrivée, le premier mandat qu'on m'a donné, on m'a dit, Nathalie, la réserve est pleine. Faut déménager. La première question que je me suis posée, en fait, quand j'ai vu les réserves du musée, c'est vrai, c'était plein à plat couture. Il y avait une certaine problématique à savoir qu'est-ce qu'on collectionnait, qu'est-ce qu'on devait collectionner, puis qu'est-ce qu'on ne devait pas collectionner. Parfois, il y a des objets qui ont été collectionnés en double. On n'avait pas vraiment de chemin ou de plan de développement pour les collections muséales. C'était plutôt flou comme travail. Au niveau de la politique de gestion des collections, la même chose. On avait des grandes lignes, mais peut-être pas nécessairement vraiment une politique comme telle en soi. Alors moi, mon premier travail, ça a été d'analyser les collections pour me rendre compte que c'était une collection qui était extrêmement riche, mais il y avait aussi à travers cette collection-là certains irritants. Donc, j'appelle ça des irritants. Donc, des objets qui n'avaient pas nécessairement d'affaires dans une collection muséale. Alors là, on a commencé un chantier donc d'aliénation. Donc, on a analysé plusieurs corpus d'objets, autant au niveau de la céramique de Beauce. On a regardé des éléments de bâtiment aussi, donc des pentures, des poignées de porte, des objets comme ça. On a travaillé aussi sur des éléments, des objets alimentaires. On a travaillé sur le textile, on a travaillé sur énormément de dossiers. Ça, je vous parle de ça, c'est un travail qui s'est échelonné sur 5 ans, à savoir qu'est-ce qu'on gardait, qu'est-ce qu'on gardait pas. Alors, on a un comité d'acquisition musée qui s'est penché avec nous sur ces analyses-là et on a fait un petit peu d'aliénation. Autre chose, on a dû revoir un peu la structure de la réserve, à savoir comment le mobilier est installé, est-ce qu'on avait vraiment l'espace et tout pour tout ranger nos pièces. Et là, par la suite, est arrivé le plan de développement des collections. Là, on a mis sur papier réellement qu'est-ce qu'on devait collectionner, dans quel champ. Et puis, donc, on en est venu au fait qu'on devait collectionner l'art populaire. Dans la collection, il y avait de l'art contemporain, donc ces collections-là ont évidemment été aliénées au profit d'autres institutions. Donc, ensuite, on a décidé de travailler, de conserver au niveau de la céramique de Beauce juste des objets en fait alimentaires qui parlaient en fait de l'histoire du Québec, où il y avait des motifs sur l'histoire du Québec, comme par exemple la cabane à sucre ou toutes ces thématiques-là qu'on développe qui sont vraiment très près du Québec. Et c'est comme ça qu'on en est venu à élaborer notre plan de développement des collections et arriver avec un document qui nous permet aujourd'hui de savoir exactement où on s'en va avec le collectionnement et qui nous permet aussi de rester près de ce document-là pour pas faire d'erreurs et pour pas entrer des pièces pour rien. Parce que vous savez, faire de l'aliénation, c'est un bien grand mot et c'est un très grand travail. C'est un travail qui demande énormément de responsabilité. C'est un travail qui est vraiment crève-cœur aussi pour le conservateur du musée qui doit faire ce travail-là. Parce qu'on sait comment ça prend, qu'est-ce que ça prend pour faire entrer un objet dans une collection muséale. Le faire ressortir, c'est aussi difficile. Est-ce que je peux me permettre de vous... Il y a une question dans le chat. Est-ce que je peux vous la poser sans rapport à ce que vous venez de dire? Oui, bien sûr. Alors, c'est Noémie Ménien. Bonjour et merci pour votre présentation. Je ne peux malheureusement pas prendre la parole, mais j'aurais une question. Y a-t-il eu participation ou consultation de la communauté dans les choix de conservation ou d'aliénation? Non. En fait, j'ai travaillé avec Madame Joanne Bergeron, que vous connaissez peut-être, qui a fait ses études justement à l'UQAM, et on l'a engagée en fait comme chargée de projet.
Et puis, on a fait nous-mêmes beaucoup de lectures et beaucoup d'analyses et de travail pour en arriver à ce plan de développement des collections. Il n'y a pas eu d'appel à la communauté ou quoi que ce soit. Est-ce que moi, je peux rajouter une question? Oh, il y a une autre main. Oui, allez-y. Non, vas-y, Daphné, d'abord. J'allais juste demander peut-être quelques objets qui ont été aliénés, comme qu'est-ce qui est parti en fait? Ce qui est parti, en fait, c'est surtout les éléments de bâtiment. Il y en avait près de 200. Là, c'est vraiment aucun objet, toutes de facture industrielle. On a déjà la grande collection Robert Lionel Séguin qui contient ce type d'objets. Alors, c'était vraiment des doublons ou des copies. Et ces pièces-là étaient aussi en mauvais état. D'accord. Alors, c'était les critères. Benoît, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, je me demandais justement par rapport à la collection Séguin, est-ce que les aliénations ont concerné les collections qu'on voit ici là, à l'écran qui s'affichent, sachant que le collectionneur avait peut-être un projet, une intention qui avait dirigé ses choix, surtout pour Séguin qui a fait des séries, des typologies. Peut-être que là, à ce moment-là, il ne fallait pas toucher à l'intégrité de la collection. La collection Robert Lionel Séguin n'a pas été touchée d'un seul cheveu. Donc, c'est une collection qui est classée comme bien patrimonial. Alors, aucune aliénation possible. On a des collections qui sont protégées, comme la collection Patrie Pilote. En fait, c'est une collection qu'on a reçue en 2006. C'est environ 2600 objets. Et c'est une collection qui s'arrime très, très bien avec la collection Robert Lionel Séguin, où il y a, par exemple, il y a des objets qui sont en continuité avec cette collection Séguin. Alors, cette collection-là est protégée. Et la collection Robert Wesley, qui contient des rabots, en fait, près de 200 rabots, c'est aussi une collection protégée au musée Pop. Le récollement des collections. La collection Robert Lionel Séguin, en fait, le musée a la charge, en fait, gère la collection Séguin depuis 1983. Possiblement par un manque de personnel ou je ne sais trop, 80% de la collection n'était pas photographiée. Et encore une fois, beaucoup de travail au niveau de la documentation n'était pas fait. Alors, on a décidé de faire un inventaire de cette collection-là. C'est un travail qu'on a débuté il y a maintenant 2 ans et on poursuit cette année. On va terminer en 2024. Et puis, on est vraiment en train de travailler, de faire l'inventaire, de revoir toutes les catégories d'objets, de refaire les constats d'état, de reprendre les mesures, de photographier les objets. Et enfin, avec une équipe de projet, on est 6 personnes qui travaillons sur ce dossier. Alors, c'est vraiment, vraiment un travail d'envergure. Malheureusement, j'aurais aimé vous montrer la vidéo du récollement, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, au musée Pop, on est une grande équipe. Donc, comme tous les musées, on a un conseil d'administration, plusieurs comités exécutifs, donc comité des acquisitions, comité exécutif de gouvernance, comité d'audit et des finances. Ensuite, la direction générale, des comités en relation avec le milieu et par la suite, toutes les équipes, là, les responsables de service, comme Jean Saint-Pierre qui est responsable des ressources matérielles, moi-même à la conservation. On a un chargé de projet aussi au développement des expositions et de l'éducation, puis on a le service des communications. Dernier point, l'aménagement des réserves. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Comme je vous ai dit, lorsque je suis arrivée, les réserves étaient pleines, les réserves étaient bondées. Alors, après plusieurs études de faisabilité, pour soit déménager la collection dans une autre réserve, déménager la collection au musée et en construisant des réserves directement au musée, je me suis aperçue en fait que la réserve n'est pas trop petite. La réserve, elle est grande.
faut vraiment prendre le temps de bien analyser nos choses et de voir, parce qu'en fait, il y avait énormément d'espaces vacants dans la réserve. Alors, on a travaillé avec une firme qui s'appelle Classement Luc Baudouin, en fait, qui vend du mobilier d'entreposage. Et là, on est en train de refaire, en fait, toute la structure de l'aménagement de la réserve. Et là, on va avoir de la place autant pour nos collections actuelles et on a 25% de possibilités d'expansion de nos collections pour les 20 prochaines années. C'est simplement des problématiques de tablettes qui étaient trop hautes pour des petits objets ou des objets qui devaient être mis en bois pour récupérer de l'espace ou ainsi de suite. Le financement, pour terminer, le financement, en fait, le musée est actuellement en train de demander de l'argent au ministère de la Culture parce qu'on a des toitures à refaire, on a en fait le nouveau mobilier d'entreposage, des travaux à faire dans la prison, donc tout ça fait partie du maintien des actifs. Les acquisitions. Donc, l'important pour moi dans mon travail quotidien, c'est d'avoir de bonnes relations avec les collectionneurs. Alors, évidemment, il faut investir énormément de temps pour les rencontrer, être très présent sur les réseaux sociaux pour arriver à trouver les meilleures pièces de collection et, en fait, de devenir ami avec les collectionneurs. Quand je dis devenir ami, c'est que il faut se faire connaître, il faut leur téléphoner, il faut être très présent auprès d'eux et puis les relancer, évidemment. Le nombre actuel d'acquisitions se situe autour de 400 pièces par année. Actuellement, on a un collectionneur de jouets anciens et contemporains, donc qui a collectionné uniquement des objets qui étaient fabriqués ici au Québec et au Canada. Alors, c'est ça qui fait monter le nombre annuel là, par année d'objets. Sinon, on serait autour de 100 objets par année. Donc, le dernier point, la mise en valeur de la collection. Attache Tatuc, encore une fois, est une exposition où on va présenter l'entièreté pas l'entièreté, mais je veux dire, tous les objets sont vraiment de la collection du musée. En dedans, la prison comme solution, évidemment, on a trouvé des objets dans la collection qui parlaient de cette prison, de ce monument. Et puis, en fait, lorsque la prison a fermé dans les années 80, on avait laissé plusieurs artefacts en plan, donc des outils, du textile, en fait, plein de pièces qui étaient utilisées par les prisonniers. Alors, ce sont ces objets-là qui sont présentés dans l'exposition. Et au niveau de la mise en valeur, évidemment, la numérisation des artefacts qui se fait régulièrement chez nous. Alors voilà, c'est ce qui mettrait fin à ma conférence.